santé. Marina Carrère-Dancos. Un homme qui fait un arrêt cardiaque et qui, pendant qu'on le réanime, se voit sorti de son corps au-dessus de lui, il ne souffre plus et décrit un grand apaisement. Une jeune femme en stade terminal d'un cancer du sein affirme voir sa mère dans sa chambre alors que celle-ci est morte. Une autre femme qui vient de perdre son mari sent sa présence et son odeur près d'elle. Expérience de mort imminente, de fin de vie, vécu subjectif de contact avec un défunt, ces phénomènes qui existent par centaines de milliers à travers le monde, quelle que soit la culture ou les croyances, interrogent. Y aurait-il quelque chose après la mort ? Est-ce que notre conscience pourrait perdurer après la mort physique ? Et quelle est la nature de notre conscience ? Honnêtement, ma rationalité occidentale me pousse presque à sourire devant ces questions. J'ai appris en effet que la conscience est le résultat de l'activité du cerveau et que donc elle ne peut exister en dehors de lui. Alors pourquoi ouvrir ce débat ? Parce que des études scientifiques extrêmement sérieuses sont menées et que certaines apportent des débuts de réponse. Ces études sont relayées et commentées dans un livre passionnant écrit par mon invité, le docteur Christophe Fauré. Christophe Fauré, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du deuil et de l'accompagnement des personnes endeuillées, auteur donc de ce livre, Cette vie et au-delà, paru chez Albin Michel. Et le sous-titre important, Enquête sur la continuité de la conscience après la mort. Oui. Merci. On va revenir sur chacun de ces phénomènes étonnants et les études donc, qui ont été menées dessus, mais j'aimerais savoir ce qui vous a alerté. Est-ce que, je sais que vous avez travaillé en unité de soins palliatifs, c'est là que vous avez entendu les premiers récits, et notamment les récits d'expériences de mort imminente ? Exactement, j'avais lu tout petit le livre La vie après la vie du docteur Raymond Moody qui parlait de ses expériences dans les années 70, mais ces expériences sont venues à moi, je ne les ai pas cherchées. Ces récits d'expériences de mort imminente ont été racontés par des patients lors de mon travail en unité de soins palliatifs. Il y a des personnes en fin de vie qui me racontaient des perceptions qui ne correspondaient pas à ce qui se passait dans la chambre, et dans l'accompagnement du deuil, un nombre considérable, mais énorme de personnes me décrivaient des perceptions de proches décédés alors qu'ils étaient en deuil. Et dans votre cerveau de psychiatre cartésien, Oui. vous vous êtes dit quoi immédiatement ? Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est la douleur, c'est la souffrance ? Exactement. Au tout début, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est effectivement des mécanismes de protection psychique contre la souffrance de la perte d'un proche ou contre la peur de la mort qui allait survenir. Mais au bout du compte, il y a une telle récurrence, une telle congruence entre ces témoignages que vraiment, je me suis dit, non, il y a vraiment un sujet. Et là, j'ai commencé à étudier en profondeur les études principalement anglo-saxonnes sur ces sujets. Alors, ces expériences de mort imminente, ces EMI, de quoi s'agit-il ? Alors, grosso modo, ce sont des expériences de personnes qui sont en arrêt cardiaque, arrêt de la fonction cérébrale, pas mort cérébrale, mais arrêt de la fonction cérébrale, qui décrivent toute une série d'événements, classiquement une sortie du corps avec la perception du corps, alors que la personne est souvent au-dessus de son corps. Il peut y avoir perception d'un tunnel dans lequel la personne s'engage. Je vous propose juste, avant qu'on continue, d'écouter deux femmes qui ont vécu des sûr. EMI, qui témoignaient sur France Bleu le 30 janvier dernier. Écoutez-les. Je suis partie, je me suis retirée de mon corps par la tête, et donc je suis partie effectivement dans ce qu'on appelle ce tunnel, un tunnel grande lumière, mais grande lumière pas éblouissante, une lumière très douce, très accueillante, très enveloppante, mais sans qu'on la sente. C'était vraiment un moment de plénitude, de bonheur, il y avait, voilà, plus rien fait mal, plus rien n'existe, comme un vol, quoi. J'ai senti que je montais, et puis j'ai vu un jardin magnifique, une sérénité, un calme beau comme tout. On n'avait pas envie d'en partir, mais tout d'un coup, j'ai vu mes deux enfants de l'autre côté très jeunes, et je suis repartie de l'autre côté. C'était Nelly et Mylène. Voilà, l'une parle d'un tunnel, l'autre d'un lieu paradisiaque. Oui. C'est ce qu'on entend souvent. Mais c'est la récurrence, avec également perception de proches décédés qui accueillent, entre guillemets, la personne et qui souvent lui disent « Non, tu dois retourner en arrière, tu n'as pas terminé ce que tu as à faire. » Il y a une, entre guillemets, mission de vie. Et là, on l'entend en témoignage, la personne est revenue pour prendre soin de ses enfants. Ce qui est étonnant, c'est que le retour est souvent motivé par un mouvement d'amour, un mouvement de prendre soin de ce qu'on a laissé derrière. Mais ces témoignages, c'est vraiment presque stéréotypé de tout ce qu'on entend au fil à travers les pays, à travers les croyances, quel que soit le niveau d'études, c'est vraiment des données récurrentes. Mais c'est fréquent ?
C'est extrêmement fréquent depuis 40 ans que ces phénomènes sont étudiés. Il y a des millions de témoignages. Et maintenant, ce ne sont plus que des témoignages. Ces témoignages deviennent des données qu'on peut analyser, sur lesquelles on peut faire des statistiques. Et il y a des études qui sont publiées dans les grands journaux internationaux. Hein. Je pense The Lancet, où a publié le cardiologue Pim von Lomen, une plus grande étude prospective sur les expériences de mort imminente. Et on a véritablement des des chercheurs, universitaires, voilà, universitaires aux États-Unis qui s'engagent pour véritablement étudier ces phénomènes-là, car il y a véritablement un sujet qui sort largement de la croyance. Alors, il y a un autre point commun à ces EMI, c'est que ça change souvent profondément ceux qui les ont vécus. On écoute à nouveau Nelly. Après cette expérience, j'ai été complètement apaisée et c'est vrai que depuis, je n'ai plus du tout peur de la mort parce que pour moi, en fait, c'est un petit peu le paradis, la mort maintenant. Voilà, c'est un petit peu le paradis. Je crois que je vis un petit peu l'enfer sur Terre et que le paradis m'attend. C'est extrêmement fréquent et c'est d'ailleurs troublant de voir qu'il y a une transformation aussi radicale. Il faut bien voir que les EMI durent parfois 5 à 10 minutes avec une transformation radicale de peur de la mort qui est la peur universelle. Et en tant que psy, en tant que thérapeute, on ne peut pas avoir des changements aussi radicaux dans la perception de soi et du monde en 5 minutes. On sait bien que ça prend des années de travail psychothérapeutique pour changer sa perception du monde et la perception de soi-même. Et là, il y a quelque chose d'autre qui survient. Vraiment, c'est une évidence que quelque chose d'autre que le psychologique a été contacté. Vous parlez là de EMI positive. Oui. J'ai vécu une EMI Oui. qui était, je pense, négative. J'étais dans le coma. C'était pas du tout un tunnel, c'était un puits. Il n'y avait pas de lumière du tout, c'était noir. Exactement. J'avais personne de bienveillant en face de moi. J'étais juste accrochée au bord du puits pour ne pas tomber. J'avais envie de me laisser tomber tellement c'était dur. Pour ne pas tomber, parce que je savais que si je tombais, c'était fini. Exactement. Ça existe. Mais bien sûr. C'est très difficilement étudié parce que les gens n'osent pas en parler de EMI négatif. J'ai longtemps pensé que j'étais folle. Hein. Exactement. Les statistiques, c'est entre 5 à 20% des EMI qui seraient négatives et qui commencent à être vraiment très sérieusement étudiées, notamment aux États-Unis, avec soit des perceptions effrayantes de la sortie de corps, etc., mais parfois l'impression, comme vous avez décrit, qui s'appelle the void, le vide, ou la perception d'être dans un éternel, dans l'éternité, dans un noir absolu, avec un vécu de panique. Et donc, c'est vraiment ceci va à l'encontre de l'idée que le cerveau relargue des neurotransmetteurs pour apaiser la peur de la mort. Ça ne se passe pas du tout comme ça lors des EMI négatives. Donc, c'est vraiment un argument qui ne va pas dans le sens d'un cerveau qui essaierait de se récupérer juste au moment de la mort. Alors, ces EMI ne sont pas les seuls phénomènes autour de la mort qui sont racontés. Il y en a 2 autres. On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré aujourd'hui à des phénomènes qui entourent la mort, phénomènes qui remettent en question nos croyances, notamment sur notre conscience et le fait qu'elle serait produite par notre cerveau. Pour en parler, Christophe Fauré, psychiatre, auteur d'un livre remarquable sur cette question, Cette vie et au-delà, chez Albin Michel, avec le sous-titre « Enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». On a parlé donc EMI, une expérience qui survient au moment de la mort. Il y a au moins 2 autres phénomènes étonnants qui surviennent juste avant et juste après. Des phénomènes là aussi très fréquents et vus là aussi dans tous les pays du monde. Juste avant la mort, ce sont les expériences de fin de vie. De quoi s'agit-il ? Alors, ce sont des personnes qui sont véritablement donc en fin de vie, donc pas du tout le contexte traumatique, accident des EMI, où il y a perception par la personne, de façon calme et sereine, d'un environnement qui ne correspond pas à ce qui se passe dans la chambre. Très souvent, ce sont des proches, soit des entités qui ne sont pas identifiées comme étant des proches, mais très souvent des proches décédés qui sembleraient accueillir la personne. Je l'ai vécu personnellement avec une personne qui était très calme lors quand je travaillais dans la maison de soins palliatifs Jeanne Garnier à Paris, qui me décrivait très sereinement que pendant notre entretien, elle percevait son mari décédé. Je lui demandais, mais êtes-vous inquiète ? Non, c'est très serein, il vient me chercher et 2 jours après, cette personne est décédée. Et là on n'est pas du tout dans les hallucinations. Cette personne n'avait... Hallucination, c'est quoi ? Hallucination, soit par des médicaments qui troublent la conscience, où c'est vraiment très, très, beaucoup de confusion, ou alors des troubles métaboliques qui véritablement
vraiment altèrent là encore la conscience, ou alors des hallucinations d'ordre psychique, d'ordre psychotique. Or, les hallucinations sont toujours dans un contexte particulier d'angoisse, de confusion mentale, alors que là, les personnes sont décrites avec une perception extrêmement claire, extrêmement précise. Et plus encore, on parle des expériences de fin de vie partagées, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui perçoit quelque chose de son environnement, des lumières, des paysages, exactement comme dans les EMI, des proches qui viennent la chercher, mais c'est parfois perçu également par les proches de la personne qui n'ont aucune pathologie particulière, mais surtout les soignants, médecins ou infirmières qui n'ont aucun lien émotionnel particulier. Qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas en deuil, ni rien. Et qui perçoivent exactement ce que la personne est en train de décrire, ou même à son décès, qui perçoivent des phénomènes lumineux, des phénomènes étranges, qui sont, où les proches et le soignant est témoin de ce qui se passe, en disant « mais vous avez vu ce qui s'est passé là ?» Et donc là, véritablement, on a, et ça c'est vraiment étudié notamment par Peter Elizabeth Fenwick en Angleterre, qui a vraiment consacré toute sa vie à l'étude de ces phénomènes et qui décrit, en soins palliatifs notamment, une récurrence très importante de ces phénomènes. Il y a aussi d'autres épisodes très étonnants de lucidité terminale. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot? Lucidité terminale, c'est une personne qui est pendant des années à une dégénérescence neurologique type Alzheimer ou des métastases massives qui empêchent complètement la personne... Qui ont quasiment détruit le cerveau. Qui ont détruit le cerveau et que quelques minutes ou quelques heures, et plus rarement quelques jours avant le décès, la personne recouvre l'intégralité de ses fonctions. Elle reconnaît ses proches, elle peut parler normalement, elle se souvient de ce qui s'est passé. Alors qu'elle ne parlait plus du tout. Et ça, c'est documenté. On a d'un côté les scanners, les IRM qui montrent un cerveau complètement détruit, qui ne peut pas générer de la parole, des souvenirs, de la communication, des émotions, et de l'autre côté, des soignants, des proches qui ont sous leurs yeux une personne qui est complètement normale. Et c'est juste avant la mort? La lucidité terminale, c'est vraiment le signe que la personne va décéder dans les heures ou les minutes qui suivent. Ce phénomène-là est étudié vraiment profondément par les médecins. On n'a pas d'explication pour expliquer ceci, et ça va dans le sens que le cerveau, même détruit, n'est pas ce qui génère de la conscience, puisqu'on a la preuve qu'il est complètement inopérant et non fonctionnel, alors que la personne est capable de parler, communiquer et se souvenir. Alors, dernier phénomène décrit, avant que je ne puisse passer aux objections, bien évidemment, décrit après la mort, ce sont les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Ça, vous l'avez entendu dans votre pratique d'accompagnement des personnes endeuillées. Ce sont en fait des signes adressés par un mort à son proche. Oui. Son proche qui, lui, est en parfaite santé. Exactement. Ce sont des perceptions par la personne en deuil, perceptions visuelles, tactiles, auditives, parfois olfactives, de la personne décédée. Alors, on peut se dire, oui, bien sûr, d'accord, mais une personne, la personne est tellement en manque qu'elle va créer la présence. Ça, je vous le dirai après. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des signes, par exemple, électriques. Exactement. Il y a des choses donc, qui n'impliquent pas la psychologie de la personne, où il y a ça paraît étrange de le dire comme ça, mais des lumières qui s'allument toutes seules, des téléphones qui s'allument toutes seules, des coups de téléphone que plusieurs proches reçoivent en même temps. Des messages envoyés ? Des messages envoyés parfois. Et ça c'est vraiment étudié notamment à l'université de Northampton en Angleterre. Il y a une équipe qui travaille sur ces phénomènes-là qu'on ne parvient pas à expliquer et qui sont pourtant documentés avec des personnes qui, là encore, n'ont aucune atteinte cérébrale particulière. Alors, j'ai donc fait revenir mon côté cartésien, parce que honnêtement, je pense qu'il y a des auditeurs là qui se disent qu'on est en plein délire quand même. Donc, je vais vous faire quelques objections. La première, c'est qu'effectivement, perdre un proche, ressentir un immense chagrin, et quelques jours après le voir apparaître ou sentir sa présence, on peut se dire effectivement que c'est la douleur du deuil qui crée ça, en fait, un phénomène d'autoréassurance. D'autant que vous dites que ça a un impact positif sur le deuil, sur la façon dont il est vécu. Pourquoi aller chercher autre chose comme explication ? Eh bien, parce que là, je travaille beaucoup avec des papas et des mamans qui ont perdu leur enfant, et je ne connais pas un parent qui ne crève pas d'envie de rétablir le contact avec son enfant. Donc,
Et pourtant, ils ne font pas de VSCD, de vécu tout le monde ne le subjectif fait de pas. contact. D'accord. Tout le monde ne fait pas, c'est à peu près 40%, 45% des personnes qui le font. Donc, Mais c'est pas du tout lié à la qualité du lien avec le proche. non, pas du tout, pas du tout. Ça peut être perçu par même des étrangers. Mais si le besoin viscéral de retrouver le lien avec la personne était la raison première qui génère le VSCD, le vécu subjectif de contact avec un défunt, eh bien, tout le monde, tous les parents, avides, désespérés de retrouver le lien avec leur enfant, le feront. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et même des parents se désespèrent quand ils apprennent l'existence des VSCD. C'est pourquoi moi je n'ai pas ce contact-là. Donc, on ne peut pas arguer le fait que c'est le désir simplement qui est, en tant que mécanisme de protection psychique contre la perte. Il y a un deuxième argument qui est majeur, c'est que des personnes parfois apprennent le décès de la personne via le VSCD. Je m'explique. Une personne qui aperçoit pas sur le perron de sa maison, à travers la fenêtre, son fils qui lui dit bonjour. Elle sort sur le perron, il n'y a personne. Il dit mais qu'est-ce que j'ai perçu? Qu'est-ce qui se passe? Quelques heures après, son téléphone sonne, c'est la police qui lui annonce que son enfant a eu un accident de moto au moment même où elle a eu cette perception. Donc, c'est ce qu'on appelle les VSCD d'information, où la personne reçoit une information qu'elle ne peut pas connaître, qu'elle ne peut pas anticiper, mais qui est communiquée par la personne elle-même qui est décédée. Et quand on dit ça, je suis sûr que les personnes qui nous écoutent ont des expériences de ce type-là, mais on n'ose pas en parler. Il y a, dans les VSCD d'information, il y a parfois des informations communiquées que la personne ne peut pas savoir. Ça paraît très prosaïque, mais un message comme « le carnet de santé se trouve caché sous une pile de vêtements dans l'armoire en haut, au deuxième étage ». Alors que la personne ne sait pas où il est. Et il est exactement là. Donc on ne peut pas arguer le fait qu'il y ait une connaissance comme ça, inconsciente, qui réémerge. Il y a véritablement des concordances sur le fait qu'il y a véritablement perception de la continuité de la conscience de la personne décédée après. Et les messages sont toujours les mêmes. Je vais bien, sois rassuré, ne pleure pas tant. Ne me retiens pas, je suis avec toi, je te protège. C'est vraiment une grande constante qui est là. Et ce ne sont pas des affabulations, parce que ça a vraiment un effet extrêmement positif sur le vécu du deuil, au point même que maintenant, je couple l'accompagnement psychologique avec cette dimension spirituelle, si évidemment les personnes font part de ce type d'expérience. Deuxième objection concernant les EMI ou les expériences de fin de vie, on peut rationnellement trouver une explication médicale à ces récits. Alors, je vous rejoins quand vous dites aucun de ces témoignages, les personnes n'inventent pas du tout, mais peut-être qu'il y a une raison cartésienne derrière ce qu'elles racontent, derrière ces récits. Oui. Donc, vous avez évoqué les hallucinations. Ça pourrait être des sensations liées à des effets secondaires de traitement pour des personnes en fin de vie. Ça pourrait être lié à des troubles neurologiques pour des personnes en fin de vie ou pour les personnes qui vivent une EMI, donc qui sont en arrêt cardiaque. Comment on se dit que c'est pas ça? Alors, il y a deux choses. Il y a une grande étude qui a été menée par le Dr Christopher Kerr, qui dirige l'unité de soins palliatifs à Buffalo, aux États-Unis, qui a pris soin justement de sélectionner des personnes qui ne prenaient pas des médicaments susceptibles de modifier la conscience et qui n'avaient pas des atteintes neurologiques susceptibles de modifier la conscience et qui rapportaient pourtant ce type d'expérience. Il y a un deuxième argument qui est assez étonnant. Là encore, c'est les expériences de fin de vie partagées, où il y a la perception par des gens qui n'ont pas d'atteinte cérébrale, qui n'ont aucune raison d'avoir des hallucinations, qui perçoivent la même chose. Troisième argument, il y a parfois, lors d'expériences de fin de vie, des personnes qui sont donc en fin de vie et qui sont étonnées, qui partagent avec les soignants en disant « c'est curieux, j'ai perçu, soit dans un rêve, soit à l'état de veille, ma sœur, elle est en pleine forme, elle vit aux États-Unis et tout. » Et quand le médecin partage cela avec les proches de cette personne-là, et les proches lui disent « mais on n'a pas osé lui dire, mais elle est décédée il y a une semaine, mais on avait peur de la rajouter à sa peine. » Et donc la personne a perçu via cette expérience de fin de vie, sa sœur décédée alors qu'elle n'avait pas l'information. Elle ne pouvait pas être au courant. Et qu'elle ne pouvait pas être au courant. Et donc, ça, on le retrouve souvent ? Oui, mais c'est pour ça, ce qui est important à voir, c'est que chaque expérience a sa fragilité. Les EMI ont leur fragilité dans les objections. Les expériences de fin de vie ont leur fragilité dans les objections, de même que les VSCD. Mais quand on croise ces différents témoignages qui surviennent dans des circonstances très différentes, on arrive à un nœud très serré
d'arguments qui plaident en faveur de la non-production par le cerveau de la conscience, qu'il y aurait quelque chose d'autre qui parlerait de la conscience, mais qui ne serait pas produite par le cerveau. On va parler justement, parce que c'est vrai qu'après ça, on peut commencer à considérer que peut-être il y aurait une continuité effectivement de la conscience Exactement. après la mort physique. Est-ce qu'elle pourrait se manifester dans un autre corps et un autre lieu? On ne va pas débattre aujourd'hui de la théorie de la réincarnation, mais qui figure dans votre livre, et c'est absolument passionnant, tous les exemples que vous donnez. On va voir si scientifiquement une conscience peut exister en dehors de toute activité cérébrale. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé avec le docteur Christophe Fauré, psychiatre, spécialiste du deuil, auteur de Cette vie et au-delà, qui s'interroge sur des phénomènes décrits juste avant la mort, juste après ou pendant. Cette émission a été préparée par Anne-Claire Bazin, avec Thomas Jost à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique et Vincent Renet à la vidéo. La question donc qui se pose, c'est la continuité de la conscience après la mort. Je le redis, tout esprit cartésien rationnel vous dit que vous délirez, parce qu'on le sait. Moi, je l'ai appris dans mes études de médecine, que la conscience était le produit de l'activité de notre cerveau. Ça a bien été prouvé scientifiquement. Eh bien non, il n'y a aucune preuve scientifique qui montre clairement que l'activité cérébrale produit de la conscience. Bien sûr, il y a une corrélation entre activité cérébrale et conscience, une corrélation, mais corrélation n'est pas causalité. Ce qu'on nous apprend est en fait une théorie qui essaie d'expliquer comment la conscience est produite. Mais je vous mets au défi de trouver une seule étude scientifique qui prouve que le cerveau produit la conscience. Donc, ça paraît étonnant à entendre, mais ça n'est pas prouvé. Ça n'est pas prouvé. Et l'historien des sciences, Thomas Kuhn, signifie clairement que les révolutions scientifiques proviennent du fait que des données nouvelles, comme celles qu'on a avec les EMI, etc., ne peuvent pas rentrer dans le référentiel existant. Or, les expériences, EMI, VSCD, etc., ne rentrent pas dans le paradigme, le postulat scientifique actuel qui dit que la conscience est produite par le cerveau. Et donc, il y a un mouvement très puissant qui est en cours actuellement, j'insiste notamment dans les pays anglo-saxons, qui commence à remettre en question ce postulat. Et la science a toujours évolué comme ça, de paradigme en paradigme. Et là, avec une idée qu'il n'y aurait pas une conscience localisée au cerveau, mais une conscience non localisée. Oui, mais quand on fait des imageries, et notamment des IRM fonctionnels, on montre qu'il y a des zones précises du cerveau qui s'activent, par exemple sous le coup de l'émotion. Ça ne permet pas de localiser la conscience? Non, du tout, du tout. Localiser à quel endroit le cerveau est activé quand on fait telle ou telle expérience, bien sûr. Ça, c'est la corrélation. Mais de démontrer que le cerveau produit de la conscience, ça n'est pas démontré. Absolument pas. Si la conscience est indépendante de l'activité de nos neurones, si elle est séparée du cerveau, où est-ce qu'elle se situe? D'où elle peut venir si ce n'est pas du cerveau? C'est justement pour cela qu'il faut étudier. On parle de conscience non localisée. On peut imaginer un élargissement des neurosciences. Les neurosciences qui étudieraient la conscience quand elle est localisée au cerveau, et une autre branche de neurosciences qui étudierait la conscience non localisée au cerveau. Et donc, c'est un champ d'expérimentation. Là, véritablement... il faut aller au-delà des objections en disant ça n'est pas possible. Être vraiment scientifique, c'est prendre en compte les données nouvelles et aller dans le sens de quelle est cette conscience localisée, quelle est sa nature. Et là, on parle vraiment pas de petits rigolos, on parle de vraiment Max Planck, qui est un des pères de la physique quantique, qui a annoncé clairement que, au lieu de dire que la matière est la cause première de la conscience, il affirmait que la conscience est la cause première de la matière. Oui, là, vraiment, on est dans quelque chose qui dépasse notre compréhension habituelle. Mais moi qui essaye quand même de comprendre, même quand je ne peux pas comprendre, quels travaux sont menés? Comment on peut essayer de rechercher la localisation de cette conscience? Que mènent les chercheurs comme travaux? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est justement essayer de démontrer la validité des expériences de EMI, de VSCD, par des protocoles qui sont le plus précis possible. Je fais référence notamment à un docu-fiction qui va sortir sur les écrans, qui s'appelle Témoin, de Sonia Barkala, qui propose un protocole de filmer des salles d'attente des urgences et
pendant que des personnes sont en train d'être réanimées, et de voir sur les témoignages des personnes qui ont des perceptions de la salle d'attente, des proches, exactement des descriptions précises, de voir si le récit correspond aux images qu'on a. Enfin, il y a beaucoup de protocoles qui sont mis en évidence. Une fois qu'on a démontré qu'il y a la possibilité d'une conscience qui ne dépend pas du cerveau et qui peut percevoir des circonstances à distance même du corps, même des kilomètres de distance, valider la perception des expériences de fin de vie et valider l'expérience les vécus subjectifs de contact avec un défunt permet déjà d'avoir une base. Il y a quelque chose. Après, on n'a pas de réponse sur quelle est la nature exacte de cette conscience localisée, mais ça, c'est un champ scientifique immense qui se déploie devant nous. Justement, concernant ces EMI, on a parlé d'arrêt cardiaque. Oui. C'est quoi? Ça survient quand il y a eu un coma, un traumatisme? Pas forcément. Et il y a des sorties de corps, par exemple, lors de très fortes températures ou lors même d'expériences de méditation, sans qu'il y ait forcément la vie menacée. Hein. Donc c'est pour cela qu'il y a parfois, c'est une objection contre la carence en oxygène, que le déficit en oxygène pourrait générer ce type d'expérience-là. On a parfois des personnes qui ont une pathologie ou un accident, mais il n'y a pas eu même une agression, par exemple. Une agression où il n'y a pas eu d'atteinte cérébrale au niveau de l'oxygène ou cumul de gaz carbonique, et qui décrivent pourtant des sorties de corps avec exactement les mêmes propos que les EMI. Donc, voilà. On n'aura pas, bien sûr, aujourd'hui la réponse à mes questions, mais c'est pas grave. D'ores et déjà, il est important d'accueillir la parole de ceux qui racontent, Exactement. parce que bien souvent, c'est vrai, les personnes n'osent pas en parler, de peur qu'on les prenne pour des fous. La plupart du temps, les gens n'osent pas, c'est la grande limite. Et c'est pour ça qu'il faut libérer cette parole-là à un premier niveau. Et à un deuxième niveau, une formation. La formation des médecins, des infirmières, des soignants, des pompiers, pas besoin d'adhérer à ces idées, mais qu'il y ait au moins une connaissance pour que quand la personne est réanimée, on puisse recueillir un témoignage de première main et donc faire avancer la recherche par rapport à cela. Oui. Mais c'est très perturbant quand même pour les personnes qui vivent ça. Encore une fois, même si c'est très bienveillant, ou moins quand c'est effectivement des expériences négatives, Oui. C'est perturbant de le vivre, c'est perturbant de le raconter parce qu'on y croit du coup. Exactement. C'est ça qui est difficile. On y croit, c'est-à-dire. On se dit effectivement, on a bien vécu ça. Mais bien sûr. Et pour notre cerveau, c'est quand même perturbant. C'est perturbant si on est dans cette idée que ça n'est pas possible. Mais si on élargit le paradigme en disant c'est une possibilité, ça c'est la vraie démarche scientifique, de dire il y a une donnée qui est là, étudions-la, véritablement ça crée des vraies transformations extrêmement bénéfiques. Hein. Un rapport au monde, un rapport à soi-même qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. Hein. Et je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne qui sont en deuil et qui ont eu la chance de faire des VSCD, vécu subjectif de contact. Vous dites que c'est une chance. C'est une chance parce qu'il y a véritablement quelque chose qui s'implante il y a une continuité de la conscience. Nous allons nous retrouver. Et c'est pas juste des fadaises pour se rassurer. C'est pas des croyances non plus. On trouve pas ça plutôt dans certaines religions que d'autres. Mais non. Quelles que soient les religions, ces phénomènes sont le même. Il y a une grande étude qui est menée au niveau européen par justement l'université de Northampton et Evelyn Elsässer, qui est une des grandes spécialistes des VSCD, qui est en train d'étudier les VSCD dans les pays musulmans, en Chine, en Europe. Il y a des dans les VSCD, pays bouddhistes aussi, ça change rien. Ça change rien du tout. Hein. Des enfants, on a par exemple des enfants qui ont des souvenirs à 3 ans, 4 ans, et qui n'ont aucune représentation de la mort, et qui n'ont aucun présupposé sur ce qui peut se passer après la mort, et qui décrivent avec une même précision, une même finesse leurs expériences de mort imminente, par exemple, comme celles des adultes. Alors, si on accueille ces récits, c'est important de les accueillir. Hein, oui, de toute façon, oui. Qu'est-ce que ça change dans l'accompagnement des personnes en fin de vie? Comment on intègre ces phénomènes en tant que soignant? Alors, en tant que soignant, le premier principe, c'est de ne rien imposer à la personne. Hein, mais c'est un outil supplémentaire d'accompagnement qui, s'il y a une ouverture de ce type-là de la part de la personne en fin de vie ou de la part de ses proches, là, effectivement, le soignant a des outils pour pouvoir accompagner, valider l'expérience. Et beaucoup de gens en fin de vie, d'ailleurs, affirment souffrir
de ne pas pouvoir communiquer cela aux soignants, de peur qu'on les considère comme fous et qu'on leur mette des neuroleptiques pour apaiser ce prétendu délire. Donc il y a véritablement quelque chose qui a besoin d'avancer par rapport à juste l'accueil, déjà simplement accueillir, parce que une expérience de fin de vie qui éradique ou diminue considérablement la peur de la mort, c'est colossal en termes d'accompagnement. Merci infiniment. Merci. Je rappelle votre dernier livre, donc Cette vie et au-delà, chez Albin Michel, et j'annonce aussi votre premier roman paru récemment qui s'appelle Mourir n'est pas te perdre, toujours chez Albin Michel. Vous abordez ces questions par le biais de la fiction, et donc on recite ce documentaire actuellement en salle consacré aux EMI. Témoin, c'est de Sonia Barkala. La semaine prochaine, on va revenir sur un fait divers terrible qui nous vient des États-Unis, mais qui a des conséquences sanitaires en France. Depuis la publication d'un article relatant l'histoire d'un patient américain déclaré mort qui se serait réveillé au milieu d'un prélèvement d'organes, l'Agence de la biomédecine a alerté sur un bond des refus de dons d'organes dans notre pays. Avec un expert, nous essayerons de comprendre pourquoi ce drame ne peut arriver dans notre pays. On verra quelles sont les circonstances qui autorisent un don d'organes et nous rappellerons l'importance de ce geste.